Bienvenue dans le podcast où on parle d'entrepreneurs, d'argent et de tout ce que les autres n'osent pas dire. Aujourd'hui, c'est toi qui poses les questions à mon papa. Et pour ça, il suffit d'appeler au +1 551 214 1280. Je répète, +1 551 214 1280. C'est gratuit depuis la France. Tu poses ta question et tu as ta réponse au prochain épisode. C'est reparti, on réattaque le podcasting, enfin le podcast, je sais pas comment je dois dire, bref, je suis de retour sur cette émission, à raison pour l'instant de 2 épisodes par mois. Je choisis 2 épisodes par mois parce que je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si ça va marcher. Avant même que je t'explique, j'ai un truc hyper important à te dire, que tu ne sais peut-être pas, mais que tu vas apprendre du coup. Je suis en vidéo. Oui, ces podcasts sont en vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que si tu vas sur YouTube, tu vois ma tête. Voilà. Et tu vois aussi, donc du coup, le numéro que je vais te donner qui est juste là. Donc là, en fait, voilà, je suis sur un effet miroir. Donc voilà, il est là. Donc c'est le +1 551 214 1280. Et pourquoi j'ai choisi ce numéro-là ? Parce qu'en fait, c'est un logiciel qui me permet de télécharger le message que tu vas me laisser en MP3. Mais je vais avoir l'occasion de t'en reparler parce que cette émission, elle est préparée. Et je ne vais pas t'en dire plus, tu vas pouvoir tout comprendre. J'aimerais te dire un mot avant d'attaquer. J'aimerais que ce podcast soit ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler que d'immobilier en fait. Donc bien évidemment, je vais te le rappeler, mais ce n'est pas des coachings gratuits. Si tu m'appelles en me disant « j'en suis là, je veux aller là », je ne traiterai pas. Je préfère être honnête avec toi. L'idée, c'est pas de faire du coaching gratuit, c'est d'avoir des discussions, de se poser des questions ouvertes et de discuter de tout ce dont tu as envie. Pas forcément que de l'immobilier, bien évidemment de l'argent, j'en ai bien conscience, mais d'entrepreneuriat, de bourse, de crypto, d'immobilier, etc. Donc voilà, tu me poses tes questions, j'y réponds. De toute façon, on va voir comment ça va évoluer. J'espère que ça va marcher, que ça va te plaire et aussi que tu vas jouer le jeu parce que sans toi, cette émission, elle n'existe pas. Voilà. Et il est possible que par contre, on verra comment on fait, mais en fonction des questions que j'ai, etc., qu'il n'y ait pas d'épisode pendant mes vacances, mais ça on en reparlera, t'inquiète pas pour l'instant, on lance l'émission. Donc là, on va attaquer avec la première question et je te laisse la surprise d'écouter qui est la personne qui me pose cette question. Papa, pourquoi t'as arrêté de faire des podcasts ? C'est ma fille et je suis tellement heureux qu'elle ait fait le jingle de cette émission, donc tu vas l'entendre maintenant dans chaque émission. Fort heureusement, elle va grandir, donc elle ne gardera pas cette voix. Bref, pourquoi j'ai arrêté de faire des podcasts ? Eh bien, tout simplement parce que je faisais des podcasts qui étaient de l'analyse de documentaires. Donc, je prenais des documentaires que tu peux retrouver, qui étaient existants, qui ont été faits par des journalistes, et je creusais plus profondément que les informations qui m'étaient, en tout cas que je trouvais, qui étaient mis, on va dire, dans les documentaires. Et je m'orientais beaucoup plus sur l'argent, parce que très souvent, sur l'ensemble des documentaires que j'ai pu analyser, eh bien, en fait, il y avait beaucoup d'informations, mais très peu sur l'argent. Et honnêtement, quand j'ai fait des recherches, par exemple, moi, les podcasts qui m'ont le plus marqué, c'est celui sur Christian Audigier, Carlos Ghosn. Vraiment, c'est des podcasts qui m'ont marqué. François Pinault, pareil, énorme podcast. Eh bien, j'adorais parce que j'allais chercher des infos que pas beaucoup de gens trouvaient. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que je suis passé à la télé grâce à un des podcasts parce que le journaliste m'a dit les infos que tu as données, je ne sais même pas où tu les as trouvées. Et voilà. Et du coup, je comprenais des choses que je ne comprenais pas quand je regardais les reportages. Voilà. Donc, j'ai arrêté les podcasts parce que déjà, j'avais fait le tour de la question. Je trouvais plus le temps de creuser autant les sujets. Et surtout, je travaillais sur un podcast depuis des mois et j'arrivais plus à l'avancer parce que je suis allé tellement loin, tellement profondément que je m'y suis perdu en fait. Et je crois que j'en avais fait le tour et que j'avais besoin, et actuellement c'est le cas toujours, j'ai besoin de faire des contenus qui soient plus tournés vers l'action, vers la connexion avec les gens. Et je pense que là, j'ai trouvé le bon format. On passe à la question suivante. C'est quoi exactement ce que tu faisais avant ? Tu parlais de quoi ? Et là, tu commences... Je viens de répondre. Avant, je parlais de documentaires et tout simplement, je restais vraiment axé sur l'entrepreneuriat. Et ça, j'aimerais qu'on le change dans cette émission. J'aimerais qu'on arrive à parler de plein d'autres choses. Vraiment tout, en fait.
Parce que l'argent, ça touche toutes les strates de notre vie, en fait. On pourrait même se dire, parce que ça, tu vois, j'ai jamais trouvé un moyen d'en parler en podcast. Je me dis, putain, j'aimerais bien parler, tu vois, du rapport du couple, du rapport de l'argent dans le couple. Ça, c'est un sujet, tu vois, qui me touche, en fait, et qui nous touche tous. Et donc, voilà, posez-moi des questions. Je suis ouvert, qu'on en parle, ça sera drôle. Mais c'est différent, pourquoi ? C'est différent grâce à toi qui m'écoutes, parce que sans toi, sans les questions que tu me poses sur le répondeur, il n'y a pas d'émission. Et du coup, je dépends des questions que tu me poses. Donc vraiment, je te demande pas de liker, je te demande pas de partager. Enfin, si tu as envie de le faire, tu le fais, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande de téléphoner, bordel. C'est pas compliqué, hein. Tu prends ton téléphone, tu tapes le numéro. Donc, je te le redis pour l'instant, pour que ça te rentre dans la tête. C'est +1 551 214 1280. Et tu laisses un message. Tu poses des questions. Tu peux le faire. Papa, t'as commencé à travailler comment ? Alors, j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Je ne sais même pas écrit dans mon livre, parce qu'on n'a pas eu envie de le mettre, ça a duré que 15 jours, et je ne me suis pas fait payer. C'est-à-dire que j'ai travaillé 15 jours dans un restaurant au Cap d'Agde. Au terme des 15 jours, je suis allé pour chercher mon salaire, et il ne m'a pas payé. Voilà. Ce n'était pas le meilleur moment de ma vie. Je l'ai très très mal vécu, parce qu'en fait, j'étais au Cap d'Agde, je n'étais pas chez moi, je n'avais pas vraiment de lieu où dormir, et comme je n'avais pas d'argent, j'étais un peu dans la galère. J'ai trouvé une épicerie à ce moment-là qui m'a pris, c'était un travail d'été, hein. Je trouvais une épicerie qui m'a pris pour faire de la mise en rayon et qui avait à l'arrière de l'épicerie, à l'entrée du camp naturiste, qui avait à l'arrière de l'épicerie une caravane et j'ai pu rester là dans la caravane en travaillant dans la mise en rayon. J'ai commencé mon vraiment tout premier boulot sans, comment je vais dire, c'est le premier travail que j'ai obtenu de moi-même l'été. Après, j'ai travaillé à la banque. Après, il y a eu le vrai cursus professionnel qui est dans mon livre Devenir riche sans argent, etc., qui là était beaucoup plus réel. Là, on parle de boulot vraiment... c'est ma première expérience professionnelle qui était un contrat d'été. Avant, donc, dans les boulots que j'ai fait l'été, parce qu'après celui-là, j'ai fait quoi ? J'ai fait les banques et j'ai fait aussi la Fnac. Et donc, dans les boulots d'été, ça a été mon tout premier travail. C'était le Cap d'Agde, dans la restauration. Et j'en ai vraiment gardé un très mauvais souvenir. Et je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu investir, parce que je voulais vraiment avoir de l'argent à côté pour ne pas me retrouver comme ça, le bec dans l'eau. Ça m'a vraiment marqué d'avoir travaillé 15 jours et de ne pas avoir été payé. Voilà. C'est vraiment mon tout premier travail, ça a vraiment été celui-là. Et après, j'ai travaillé à la banque, bien sûr, hein, on est d'accord. C'était ça mon vrai travail officiel, mon vrai premier travail officiel, parce que les jobs d'été, je ne sais pas si c'est des vrais boulots officiels ou pas. C'est toi qui me le diras. T'as fait des études ? J'ai pas vraiment fait d'études. J'ai été viré à partir de la seconde du cursus classique et j'ai obtenu tous mes diplômes après en candidat libre. En fait, après avoir été viré de la troisième seconde, je passe le bac, parce que moi, à mon époque, il y avait le bac en première et le bac en terminale. Donc, je passe le bac en première et je l'obtiens. C'est-à-dire que j'obtiens des notes qui me qualifient pour passer le bac. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'étais dégoûté parce que je croyais que j'étais idiot et que je ne pourrais pas l'avoir. Mais j'obtiens les notes, enfin, j'obtiens la qualification, je ne sais pas comment il faut dire, sans avoir révisé, hein. Donc, il faut quand même le préciser. Et du coup, ma mère me dit, il faut que tu aies le bac. Donc là, j'étais effondré parce que je ne voulais pas avoir mon bac. Enfin, ça ne m'intéressait pas de faire des études. Donc, du coup, je me suis retrouvé à travailler pendant 2 ans parce que je l'ai passé 2 fois. Et j'ai eu mon bac. Voilà. C'est quoi la première fois que tu as gagné de l'argent pour de vrai ? C'est marrant parce que je considère que la première fois que j'ai gagné de l'argent pour de vrai, ça n'est pas mes salaires, mais c'est ma première opération immobilière, dont je parle aussi dans Devenir riche sans argent, mais sur laquelle j'ai fait une vidéo sur la chaîne, où il m'est resté à peu près 39 000 € sur le compte. C'est vraiment la première fois où j'ai gagné une grosse somme d'argent d'un coup, en 6 mois de travail, et où je me suis dit, il existe d'autres manières de gagner de l'argent qu'avec le salariat. Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé pour moi, puisque c'est comme ça que j'ai pris, on va dire, que j'ai osé prendre un chemin différent de la plupart des gens. Et j'ai eu la chance de faire tout ça très tôt. Donc je pense que ça a joué vachement dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, il faut quand même le dire. J'aurais commencé à investir à 30 ans, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui en fait. En investissant à 23 ans, enfin en faisant cette première opération à 23 ans, ça a vraiment, pour ainsi dire, changé ma vie bien plus que ce que je pensais. La chance d'avoir osé commencer tôt. T'as déjà tout perdu ou eu vraiment peur de tout perdre ? Est-ce que j'ai déjà tout perdu ou eu vraiment peur de tout perdre ? Je reprends parce que la façon dont elle l'a dit, ça peut ne pas être
compréhensible. Alors, je n'ai jamais tout perdu, mais oui, déjà en 2000... alors, j'ai pas eu peur de tout perdre. Mais en 2008, il y a eu la crise financière immobilière que j'ai subie de plein fouet. J'étais marchand de biens, il me restait un bien à vendre. Alors, pas en 2008 d'ailleurs, c'était plutôt en 2009-2010 qu'il nous restait ce bien-là à la vente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais censé me racheter. Alors en gros, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es marchand, tu as une société de marchand et tu as un crédit qui est rattaché au bien de la société de marchand. Et à cette époque-là, la banque m'a proposé de racheter l'appartement qui restait en fait. De me le racheter. Parce que j'avais un crédit marchand de biens. C'est des crédits particuliers. Tu dois les rembourser. Et donc du coup, en fait, la banque me dit, vous n'avez qu'à racheter votre appart. Voilà. Et en fait, in extremis, je l'ai vendu. Donc j'ai pas tout perdu, mais ça a été un moment marquant qui m'a rendu fébrile avec le métier de marchand de biens. Je ne dis pas que c'est un métier où tu ne gagnes pas d'argent. J'ai continué à garder mes habitudes de marchand dans ma manière de procéder avec l'immobilier. Mais je me suis rendu compte quand même que tu es quand même très dépendant de la situation économique qu'il y a qu'à voir en ce moment. C'est compliqué d'avoir des crédits marchands en ce moment. Ce n'est pas impossible. J'arrive à en avoir pour mes clients et j'arriverai à en avoir pour des personnes s'il fallait que j'en obtienne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça m'a fait me dire, construis-toi un patrimoine locatif, comme ça tu auras des revenus à côté et tu seras plus serein. Et honnêtement, je n'ai jamais regretté ce choix. Et à part ça, il n'y a pas eu d'autres moments où j'ai failli tout perdre, mais j'ai eu des moments après, d'autres moments très difficiles dans ma carrière, même un très récemment, dont je n'ai pas parlé publiquement. J'en parlerai quand il sera complètement résolu, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des problèmes qui méritent d'être abordés, mais quand on a la solution, quand on est en plein dedans, c'est compliqué d'en parler. Et pour être honnête avec toi, j'ai quasiment solutionné la chose, mais comme je considère ne pas en être totalement sorti, j'attends que ce soit derrière moi pour en parler. Voilà. T'as déjà fait des choses dont t'es pas fier pour réussir? Non, pas vraiment. J'ai jamais rien fait de choses malhonnêtes dont je ne suis pas fier ou dont je ne pourrais pas parler. J'ai toujours été très honnête, même avec les banquiers. J'ai jamais menti aux banquiers. D'ailleurs, donc, quand je sortirai l'émission, je ne sais pas s'il sera en ligne ou pas, mais je lance un accompagnement sur la partie bancaire, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes là-dessus. Et j'ai une fierté dans la banque, c'est que je n'ai jamais menti à mes banquiers. Je peux m'asseoir devant tous mes banquiers. Je n'ai jamais menti à aucun de mes banquiers. Ils ont toujours tout su sur moi. Je leur ai toujours dit les choses telles qu'elles étaient, même quand elles n'étaient pas très reluisantes. Et j'ai toujours réussi à obtenir des crédits, même quand je n'avais pas l'argent pour les avoir. C'est vraiment ma compétence. Je m'en rends vraiment compte avec les années. Je suis capable de lever des fonds. Voilà. Il y a encore des crédits que je n'obtiens pas. L'année dernière, on a eu un refus de crédit. Je n'ai pas de problème, je l'assume. Après, il faut savoir que l'année dernière, on avait 20 crédits. Moi, j'avais 20 crédits sur ma tête l'année dernière, donc j'étais quand même pas mal endetté. Donc là, on s'est désendetté. Voilà, c'est normal. Mais parce qu'après, on a aussi la capacité à le faire et qu'on a un plan et qu'on suit le plan. On a changé de plan. Et voilà, nous voilà sur une nouvelle axe. Donc non, il n'y a rien que j'ai jamais fait dont je ne suis pas fier. Je n'ai jamais rien fait de malhonnête pour réussir. Et j'ai toujours été très honnête avec mes partenaires parce que je considère que quand tu n'es pas honnête avec un partenaire, tu casses la confiance. Et dans les affaires, quand il n'y a plus la confiance, il n'y a plus rien. Je pense que ton meilleur actif, et je le dis à toi qui m'écoutes ou qui me regarde maintenant, ton meilleur actif, c'est la confiance. Et si tu perds ça, tu perds tout. Donc ne perds jamais la confiance de tes partenaires. Enfin, si je peux te donner un conseil, tu feras ce que tu veux avec. C'est quoi la décision la plus difficile que tu as prise dans ta vie professionnelle? Alors là, c'est difficile. Mes décisions les plus difficiles que j'ai prises dans ma vie professionnelle, la plus difficile que j'ai prise, ça a été après la crise, quand je me suis lancé dans le locatif au début, de 2012 à 2015, 2016, ça a été très dur. Ça a été dur parce que tous mes copains avaient une vie et moi, j'en avais pas, puisque je mettais tout mon argent là-dedans. Et j'ai pas très bien vécu cette période parce que je me disais, est-ce que j'ai raison? J'avançais sans savoir, j'avais pas de preuve que finalement, l'argent que je mettais dans mon immobilier locatif, eh bien, il allait me rapporter de l'argent un jour, tu vois. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, voilà. Et comme je suis un mec un peu entier et que je suis pas très raisonnable et raisonné, j'ai pas su faire autrement. Alors, j'ai pas de regrets aujourd'hui, mais je suis a posteriori. Mais quand j'étais dedans, j'ai des anecdotes à raconter. D'ailleurs, si mes potes ils m'écoutent, ils vont rigoler. À un moment donné, je voulais absolument un quad. Et j'ai un pote, il m'entend parler de ça. Donc, il s'achète un quad, alors que c'est moi qui le voulais au départ.
Du coup, moi, je me suis pas acheté le quad. Et lui, il faisait du quad. Il me dit, mais quand est-ce que tu te l'achètes? Et je dis, mais non, en fait, j'achète des appartements. Donc voilà, j'ai préféré acheter des appartes. Et aujourd'hui, j'ai plus de regrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces mêmes potes-là qui viennent me voir et qui me disent, mais comment t'as fait? Bah, tu sais, le quad, bah, tu vois, moi, je me suis pas payé, en fait. Maintenant, aujourd'hui, je me paye des trucs que je peux pas se payer. Donc, en fait, le vrai problème, c'est que je savais pas si ça allait réussir. Bon, voilà. Il se trouve que ça a marché. Je pense que j'ai eu et de la chance et du courage. Un peu des deux. Mais la vérité, c'est que quand tu es dedans, bah, tu sais pas en fait. Et qu'il n'y a rien à quoi tu peux te raccrocher parce qu'à l'époque, en tout cas, alors en 2015-2016, il commençait à y avoir des trucs sur Internet. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait rien. Mais on va dire que de 2012 à 2015, j'étais pas branché. 2014, j'étais pas branché web. Et donc ces 2 années-là, elles ont été un peu solitaires pour moi. Après, j'ai un problème avec les dates, donc il ne faut pas m'en vouloir. Ça sera mieux expliqué dans mon livre, je pense. Voilà. Mais ça a été une décision difficile. Et après, une autre décision difficile que j'ai prise, parce que tu ne m'as pas dit si je devais en dire une ou deux, donc j'en donne 2. Et je m'en rends compte actuellement, c'est de vouloir investir à l'étranger. Ouais, c'est quand même difficile. Je me rends compte que c'est pas facile. Et pas sur les éléments que je pensais. Disons que ce qui est dur, c'est la prise de décision avec un déficit d'information structurelle. Je m'explique, tu vas comprendre. Je ne maîtrise pas, et je ne maîtriserai pas de toute façon complètement le nouveau marché sur lequel je me lance, et je dois accepter cette zone d'ombre qui va faire partie du projet jusqu'à ce que j'ai fait le projet. Et c'est quand même assez dur. Je me rends compte maintenant que je suis dedans que il faut le faire, quoi. Je vais le faire, de toute façon j'y suis maintenant, donc je vais le faire. Mais voilà, je dirais que c'est les 2 plus grosses décisions que j'ai prises à ce jour. L'argent, c'est quoi pour toi? L'argent pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir. Et c'est surtout, je dirais, la capacité que tu vas avoir à pouvoir lancer des projets et à les voir se réaliser. Alors après, ce sont 2 choses différentes. Il y a la liberté de vie. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. Et je considère avoir de la chance. Je prends énormément de vacances. Je suis plutôt à 16 semaines, plutôt plus que moins, par an. Et la liberté de pouvoir créer des choses. Ces derniers temps, je crée des choses et j'y prends beaucoup de plaisir. Et je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas d'argent. Et d'ailleurs, même ces vidéos, je veux dire, je ne serais pas là si je n'avais pas d'argent. Si je n'avais pas de l'argent à côté, je ne pourrais pas financer tout ça. Voilà. Donc l'argent pour moi, c'est la liberté de choisir et la liberté de dire non. Les anciens du podcast sauront de quoi je parle. C'est bien ou c'est mal? En fait, pour moi, l'argent, c'est bien si tu veux que ce soit bien. Et malheureusement, c'est mal si tu veux que ce soit mal. Et je crois vraiment à ça. Je pense que ce en quoi tu crois, et ce qui se passe en fait. Je pense que en fait, si tu crois que l'argent c'est mal, ça sera mal pour toi. Et je pense que si tu crois que l'argent c'est bien, ça sera bien pour toi. Et je pense que du coup, l'argent c'est neutre et que ça ne sera que ce que tu voudras que ce soit. Et que tous les gens qui disent que l'argent c'est mal, ils ont raison parce que de toute façon ils le voient comme ça et que c'est pas moi qui pourrais leur faire changer d'avis. Et puis que tous les gens qui te disent que l'argent c'est bien, dont je fais partie, tu ne pourras pas non plus les faire changer d'avis. Donc de toute manière, on a dans les 2 parties des arguments qui se valent, qui se respectent et qui, ma foi, comme ils sont issus de croyances, ils sont valables pour toi qui y crois. Pour moi, l'argent, c'est bien parce que je pense que, justement, c'est neutre et que quand tu sais faire certaines choses, tu gagnes de l'argent en conséquence, peu importe qui tu es et d'où tu viens. Et je vais aller un peu plus loin d'ailleurs, plus tu vas être dans un système capitaliste pur, plus justement tu auras de l'argent indépendamment de ta couleur de peau, ta religion, tes origines, etc. etc. Et du coup, je pense l'inverse pour la situation inverse. Mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi il y a des gens qui travaillent toute leur vie et qui n'ont rien, et d'autres qui s'enrichissent sans se fatiguer? Je dirais que la raison principale, c'est déjà que ces personnes qui travaillent et qui se fatiguent n'ont pas compris que le mérite et l'argent n'ont aucun rapport. En fait, c'est pas parce que tu es méritant que tu auras de l'argent. Tu peux faire tout ce qu'il faut et pour autant ne pas avoir l'argent que tu mérites en fonction de tes actes. En réalité, l'argent, il est attiré par les gens responsables, donc les gens qui se responsabilisent et qui prennent leurs responsabilités, les personnes qui comprennent le marché, donc dans le terme comprendre, il faut inclure écouter le marché et donner au marché. Il faut l'écouter et lui donner. Parce que tu peux l'écouter et ne pas lui donner ce qu'il veut. Et tu peux lui donner sans avoir besoin de l'écouter. Il y a des gens qui ont cette faculté à ne pas avoir besoin d'écouter un marché, à produire des choses. Regarde Steve Jobs.
il était même avant-gardiste. Il n'écoutait pas le marché, mais il donnait des choses tellement folles que le marché voulait ces choses-là. Donc voilà. Et enfin, je dirais que y a quand même les connaissances que tu vas avoir derrière tout ça qui vont jouer leur rôle. Je pense que malheureusement, pour les gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas d'argent à hauteur de l'effort fourni, il y a aussi un déficit de connaissances. Moi, aujourd'hui, je sais des choses et je vois les choses d'une certaine manière qui font que je peux être arrogant en disant ça et j'en suis désolé, mais j'ai l'impression de me dire quand même que même si demain je perdais tout, je ne pense pas que je me retrouverais sans rien. Je ne sais pas comment dire, mais je vois à peu près les actions que je mènerai, et c'est d'ailleurs assez récurrent chez tous les gens qui ont de l'argent. Je vois les actions que je mènerai, et du coup, j'ai quand même quelques certitudes sur le fait que parmi ces actions, il y en a certaines qui me rendraient de l'argent et qui me permettraient d'à nouveau en réavoir, quoi, voilà. Mais parce qu'à un moment donné, à force de t'y intéresser, de travailler dedans, ben voilà. Donc je pense qu'en fait, il y a déjà le manque d'intérêt et qui fait qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas d'argent, mais il y a aussi le fait que voilà, il y a des personnes qui ne vont pas chercher à comprendre ou écouter le marché, et il y en a d'autres qui vont ni chercher à l'écouter, ni à le comprendre, ni à acquérir des connaissances. Enfin bref, ils vont travailler comme des forcenés, sauf que en fait, ils pédalent à côté du vélo, quoi. Et dans ces cas-là, ben, t'avances pas. Voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ma réponse. C'est vrai qu'on peut devenir riche avec l'immobilier ou c'est des mensonges? J'adore. Ben, c'est vrai et c'est un mensonge. Alors déjà, je suis obligé de le dire, hein, c'est un peu facile, mais t'inquiète pas, ça ne sera pas ma réponse. Je pense que déjà, si tu n'y crois pas, ben, ça ne peut pas arriver, hein. Et si tu y crois, ben, forcément, tu as plus de chances que ça t'arrive. Et après, alors, je vais dire que c'est un mensonge quand tu vas dire à quelqu'un, tu peux devenir riche avec l'immobilier sans argent. Voilà. Je pense que la phrase, elle ne se termine pas correctement parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas le payer autrement. Donc je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu vas le payer par le risque, tu vas le payer par le temps de travail. Enfin bref, tu vas devoir tellement donner à l'activité qu'est l'immobilier que finalement, oui, tu vas pouvoir t'enrichir sans argent, mais ça aura quand même un prix que tu vas ressentir. Et je peux t'en parler. Dans ce même podcast, j'ai dit que je prenais maintenant plus de 16 semaines de congé par an. Il faut quand même savoir que ça fait bientôt 14 ans que je suis avec ma femme. Ça fait 14 ans que je prends des vacances. Ce qui veut dire que j'ai 44 ans. Donc on s'est rencontrés, on avait une trentaine d'années, un petit peu plus. J'ai un problème avec les âges, tu m'en veux pas. Mais bref, de mes 23 à mes 30 ans, je dirais 33. Moi, j'ai l'impression que je l'ai rencontré à 32, 33, ma femme. Donc bref, peu importe. On va pas faire des maths ici. C'est plus des problèmes de date. Ça me regarde. Mais peu importe. Pendant facilement 10 ans, j'en suis certain, je n'ai fait que travailler les samedis, les dimanches. Je ne travaillais que tout le temps. Alors, t'es pas obligé de me croire, mais je suis obligé de te le dire. Donc, oui, c'est un mensonge. Mais je maintiens, je pense que c'est un mensonge. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu vas t'enrichir sans argent si tu lui dis pas que tu vas t'enrichir sans argent, mais au prix de beaucoup de choses en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord de le faire d'ailleurs. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, tu peux t'enrichir dans l'immobilier, mais tu vas travailler tous les jours pendant 10 ans, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Moi, je l'ai fait. Je ne vais pas dire que pendant ces 10 années, je n'ai rien fait, c'est pas vrai. Je l'explique aussi dans mon livre. J'ai réussi à contrebalancer cette masse de travail par le sport. Ça a été mon exutoire, mon échappatoire, tout ce que tu as envie. Ça m'a permis de partir en compète. J'ai pas honte de le dire. Durant cette période, je voyageais grâce à la natation, ce qui veut dire qu'en fait, je ne payais pas mes voyages. Parce qu'en réalité, comme j'étais bon nageur, le club me payait mes déplacements et du coup, c'était ma manière à moi de dire bon ben voilà, tu travailles beaucoup, tu ne peux pas mettre d'argent dans des voyages ni rien du tout, ce sera la natation qui t'offrira tout ça si tu nages bien en fait. Donc j'ai bien nagé, tu peux d'ailleurs trouver sur internet, je suis allé à Riccione en Italie au championnat du monde, master, etc. J'ai fait plein de choses grâce à la natation et c'est vraiment, voilà, c'est ça qui m'a permis, la natation, qui m'a permis d'accepter, d'encaisser, de digérer, d'avaler les 10 années que je me suis cogné, quoi. Donc c'est un mensonge de dire aux gens que sans argent, ils vont devenir riches. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. C'est une question de beaucoup d'autres choses. Et ces autres choses, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à le faire. Voilà.
pour le fait que ce soit une vérité, est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir riche avec l'immobilier? Mais bien sûr. Après, faut-il là aussi encore être prêt à endosser les difficultés qui vont avec, les aléas, les problèmes que tu rencontres et pour lesquels tu n'as pas forcément de solution? Bon, c'est pas le bagne, mais c'est pas simple non plus. Voilà. Pourquoi les gens ont peur de parler d'argent? La raison principale qui me vient quand j'entends ta question, c'est parce qu'on est en France. Mais pas pour les raisons que tu imagines. J'aurais tendance à dire que on est dans un système où c'est quand même compliqué de parler d'argent parce que déjà, il y a des malaises par rapport à l'interprétation que chacun peut en faire. Ensuite, parce que personne n'en parle. Et enfin, je pense que on n'a pas cette culture, tout simplement, en fait. On a une culture qui n'est pas axée sur la transparence financière et le partage de ces données qui, pour beaucoup, sont sensibles parce qu'ils n'en parlent même pas avec leurs parents. Donc, quand tu n'en parles même pas avec tes parents, comment veux-tu en parler avec un inconnu? C'est compliqué quand même. Je suis certain que si je posais moi aussi une question, parce que dans ces émissions, j'ai le droit d'en poser, si je te dis « Est-ce que tu sais combien gagnent tes parents, ce qu'ils font de leur argent, dans quoi ils l'investissent ?» Enfin bref, quelle est ta connaissance financière de ce que font tes parents avec leur argent? Je suis certain que ta réponse, elle est proche de zéro. Donc, dans ce contexte, comment veux-tu qu'on aime parler d'argent en France? C'est compliqué. Après, ce que j'aimerais dire sur ce sujet-là, c'est que c'est pareil dans beaucoup de pays, y compris aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, aux États-Unis, ils parlent facilement d'argent. » Je suis pas certain de ça. Pas tous. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont comme nous. Je pense que c'est un sujet dont on n'explique pas suffisamment les tenants et aboutissants et dont pas suffisamment de personnes en parlent pour que tu sois à l'aise d'en parler. C'est un peu la teneur de tout ce que je produis. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. D'ailleurs, tiens, like et partage. Ça peut m'aider, accessoirement. Hein? C'est quoi être entrepreneur pour toi? C'est une liberté ou une prison? J'adore, c'est le sujet du podcast. Être entrepreneur, c'est construire quelque chose. Ni plus ni moins. C'est pas en soi une liberté et c'est pas en soi une prison. Parce que comme c'est toi qui construis ce quelque chose, c'est une prison si tu construis ta prison. Et c'est une liberté si tu construis ta liberté. Le vrai problème derrière tout ça, et on est vraiment dans les sujets que j'aimerais aborder dans ces émissions. J'aimerais trop parler de ça avec toi qui m'écoutes. Si tu es encore là. Il y a trop d'entrepreneurs qui se construisent leur propre prison. Et c'est vrai que c'est compliqué de construire sa liberté et c'est compliqué de voir comment construire sa liberté avec son entreprise. Mais crois-moi, tu peux être libre. Je veux dire, moi aujourd'hui, je veux travailler. C'est un choix de ma part. Ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé. Et je veux travailler en ayant 16 semaines de congé par an. Ce qui me convient très bien. Alors bien sûr, après, la difficulté dans une situation comme la mienne, c'est de trouver l'équilibre. Parce que des fois, je me colle des responsabilités et j'ai envie d'honorer mes responsabilités que je prends. Et donc, forcément, j'ai des deadlines, j'ai des... J'ai des choses qui me sont imposées, je ne trouve pas le terme, c'est pas grave. Et du coup, je me mets la pression alors que je ne l'ai pas. Mais je ne pourrais pas vivre autrement. J'aimerais pas avoir une vie où je ne fais rien. Ça, moi, ce n'est pas mon profil. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens dans ma situation qui ne travailleraient pas. Donc, en réalité, la réponse à cette question, c'est que c'est toi, en construisant ton système, l'entreprise dans laquelle tu évolues, qui construit ta prison ou ta liberté. Et moi, dans tout ça, je ne suis qu'un observateur et quelqu'un qui aimerait t'aider à ce que tu aies plus de liberté. Parce que c'est possible. Tu ne le sais pas, mais c'est possible. T'as déjà voulu tout arrêter et aller travailler pour quelqu'un d'autre? Alors ça m'est arrivé dans ma fameuse traversée du désert quand mes copains s'achetaient des quads et que moi je me posais des questions sur ce que je faisais. Et d'ailleurs, dans mon livre, je raconte aussi une autre fois où j'ai dû aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je n'avais pas le choix que de travailler pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si vraiment tu me disais est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais travailler pour quelqu'un d'autre, ça serait très compliqué. Là, je vois pas... si je devais le faire, je le ferais. Ça ne serait pas une volonté, ça serait imposé, mais voilà. Non, je n'ai pas de volonté particulière d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ça me plaît de travailler pour moi. Je trouve que c'est génial. La chose que personne ne dit sur le fait d'entreprendre, c'est quoi? La chose que personne ne dit sur le fait d'entreprendre, c'est quoi?
déjà, il y a un truc que personne ne dit, c'est que c'est dur d'être seul, parce que justement, je ne le suis pas. Et je pense que je peux le dire. Des fois, je me dis, mais comment ils font les mecs qui sont seuls pour entreprendre? Donc déjà, d'entreprendre seul, je pense que c'est très dur, beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Et ensuite, il y a un truc qu'on ne dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on n'est jamais vraiment débranché du truc, quoi. C'est vrai que c'est permanent. Surtout quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est viscéral, c'est un peu un truc que tu vas avoir en toi, tu vois. Ouais, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, ça. À quel point ça s'entremêle, c'est pas le bon terme, ça s'immisce dans ta vie personnelle. C'est vraiment fou, en fait. Je sais que moi, je serais capable de travailler tout le temps, en fait. Et heureusement que j'ai ce truc de dire je prends des vacances, etc. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est intrusif, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, c'est intrusif. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut entreprendre? J'aime pas cette question. Parce que j'ai envie de croire que oui, mais au fond de moi, je pense que je sais très bien que non, en fait. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même dur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne réalisent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils entreprennent, le réalisent et du coup arrêtent à cause de ça. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ces difficultés ne sont liées qu'à des connaissances ou de la méconnaissance ou même de l'absence de curiosité. Parfois l'un, parfois l'autre, parfois les trois à la fois, mais tu m'as compris. Et c'est vrai que je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. La vérité, c'est ce que je viens de te dire en ce qui me concerne. C'est que moi, j'ai envie de te dire que oui, mais je pense qu'au fond de moi, c'est plutôt non. Mais je sais pas. Voilà. Donc là, n'importe qui peut t'appeler? Alors oui, n'importe qui peut m'appeler. Pour m'appeler, il suffit de composer le +1 551 214 1280. Je ne vais pas te dire de bêtises. Donc +1 551 214 1280. N'importe qui compose ce numéro peut m'appeler et me laisser un message en me posant des questions et j'y réponds dans le prochain épisode. Et si quelqu'un t'appelle pour des bêtises? Alors, si la bêtise me fait rire, je la mettrai dans l'émission avec grand plaisir. Après, si la bêtise me fait pas rire, je ne la mettrai pas. Je ne vais pas faire de la censure. Je verrai, je vais découvrir. Je ne sais pas où on va. Mais effectivement, s'il y a des choses, je le dis tout à fait honnêtement, si je vois qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, je ne les mettrai pas dans l'émission. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on passe tous un bon moment. Et j'espère que tu passes un bon moment, enfin toi qui m'écoutes et qui me regardes. Voilà. Hein, ou tu m'écoutes ou tu me regardes ou les deux. Mais en tout cas, il faut que tu passes un bon moment. T'as pas peur que ça devienne n'importe quoi? Non, j'ai pas peur. J'ai assez confiance dans les gens pour me dire que ça va bien se passer. Voilà. C'est ce en tout cas en quoi j'ai envie de croire. On verra bien, de toute façon, on y est maintenant. C'est quoi les questions auxquelles tu n'acceptes pas de répondre? Je ferai pas de coaching en ligne. Donc si tu m'appelles en me disant oui, je viens d'acheter un appartement, je gagne 1 300 € par mois, j'ai 20 000 € d'épargne, j'habite à tel endroit. Si tu fais ça, ni ça apparaîtra dans le podcast, ni je le mettrai. D'abord parce qu'un coaching, c'est un coaching et que je n'ai pas du tout envie de, comment dirais-je, parler avec un répondeur en n'ayant pas la totalité des informations. Il y a 80% de chances qu'en 2 minutes, tu ne puisses pas me donner toutes les infos. Et si par hasard, il venait l'idée à quelqu'un de se dire « Bon, je vais mettre 10 messages avec toutes les infos sur les 10 messages », je ne le ferai pas non plus. Je ne vais pas écouter 10 messages pour faire un coaching de 3 heures qui intéressera personne, sauf la personne qui l'aura enregistré pour lui-même. Non, le but, c'est encore une fois qu'on parle de sujets intéressants. Et puis quand tu as quelqu'un qui, comme ça, ouvre un canal et qui permet de poser des questions, il y a de quoi s'amuser. Moi, si j'étais de l'autre côté, je m'amuserais à poser des questions un peu, tu vois, pour aller chercher des réponses un peu intéressantes. Donc, l'idée, c'est de passer du bon temps. Et je ne veux pas ennuyer les personnes qui écouteraient ces émissions avec des sujets trop précis qui n'intéresseront que les personnes qui auront amené le sujet en question. Le but, c'est qu'on passe tous ensemble un bon moment. Et je pense qu'il y a suffisamment de sujets et de questions à traiter pour qu'on puisse le passer ensemble, ce bon moment. Donc voilà, en dehors d'un coaching privé qui pour moi n'aurait aucun intérêt et qui plus est
ferait perdre tout l'intérêt d'avoir un échange avec la personne, parce qu'il y a aussi ça que j'ai pas évoqué, mais il vaut mieux que tu prennes un coaching avec quelqu'un, même pas moi si tu as envie, mais prends un vrai coaching en fait. Tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va réagir, te poser des questions et qui amènera une réponse précise. Ici, l'idée, ça sera plutôt de passer un bon moment et qu'on se marre et qu'en même temps, on ait des sujets intéressants, profonds et qu'on puisse aller au fond des choses qui nous intéressent. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est ce sur quoi je compte. On va voir. Et là, pour finir, t'es prêt pour ce nouveau podcast ? Eh bien oui, je peux le dire. Le podcast aujourd'hui, il est prêt. Donc pour un rythme de 2 épisodes par mois dans la mesure où j'ai suffisamment de questions. Je me réserve bien évidemment le droit de ne pas sortir d'épisode si j'ai pas de questions, mais je compte sur toi qui m'écoutes pour m'en poser. Et j'ai hâte en fait. J'ai hâte de voir si ça va marcher ou pas, parce que ça peut ne pas marcher aussi. Je suis pas idiot. Après, je pense que sur cette chaîne, il y avait quand même une audience. Et je pense qu'on peut faire des choses intéressantes sur l'entrepreneuriat. Je veux quand même le dire aussi. Juste avant, j'ai dit que je ne répondrais pas aux questions trop précises, mais tu peux quand même me poser des questions sur des situations entrepreneuriales de façon assez intéressante et suffisamment large pour que tu aies à la fois la réponse à la question que tu veux et à la fois faire en sorte que ça puisse passer dans l'émission, parce que le but, effectivement, c'est d'avoir des questions quand même. Donc voilà, oui, je suis prêt pour l'émission. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner ou pas. Et si ça fonctionne, je serai très content, parce que l'idée, c'est de passer des bons moments et qu'on puisse avancer sur des sujets qui nous intéressent, des sujets très larges et qui vont créer en fait de l'interaction entre toi et moi, quoi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de l'émission. Juste pour t'expliquer maintenant, si sur Internet, sur YouTube, tu vois un peu des coupes, c'est parce qu'en réalité, je récupère les questions de ma fille que je réintègre, et donc je coupe les passages où je les écoute moi dans le studio. Autre élément hyper important, ma fille que tu viens d'entendre dans l'émission a suivi le cursus normal. Donc ça veut dire que cette émission, telle que tu l'entends, telle qu'elle sera, avec toi qui m'enverra un message, je l'espère. Ça veut dire que j'ai vraiment fait en sorte de mettre ma fille dans les mêmes conditions que toi pour me poser les questions, pour que tu vois comment ça va rendre. Donc ça veut dire que l'épisode que tu viens d'écouter, c'est ni plus ni moins que l'épisode que tu vas écouter si tu m'appelles et que tu me poses des questions. Ça sera exactement la même qualité, tout pareil. Voilà. Et enfin, pour finir, je veux juste te dire que je te remercie quand même, parce que ce podcast, il a existé grâce à toi. Je vais remercier de façon assez surprenante Nico Pen. Alors Nico Pen, c'est une personne qui est aussi sur YouTube, sur Internet. Tu tapes Nico Pen, tu le trouveras. Il est déjà venu dans ce podcast pour ceux qui ont suivi, qui l'ont déjà vu aussi sur la chaîne, etc. Et il faut savoir que c'est lui qui m'a branché sur les podcasts. Il y a des années de ça, j'avais arrêté YouTube, j'étais saoulé de YouTube, j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais, donc j'ai envoyé valdinguer YouTube, j'ai failli arrêter Internet, et lui m'a dit « N'arrête pas tout, c'est dommage, fais un podcast ». Et quand je suis arrivé sur le podcast, j'ai trouvé ça trop cool, je m'y suis lancé à corps perdu, j'ai adoré ça, ça a vraiment tout changé dans ma vie à tous les niveaux, et aujourd'hui j'avoue que j'ai une affection particulière pour ce format, que j'ai du mal à abandonner tant il a changé de choses dans ma vie à plein de niveaux et surtout dans l'entrepreneuriat. Donc je ne voulais pas l'abandonner et je voulais revenir avec un concept original. J'espère que ça te plaira. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu likes et que tu te partages. J'ai besoin que tu m'appelles. Et si j'ai pas d'appel, c'est que ça ne te plaît pas. Et si j'ai beaucoup d'appels, c'est que ça te plaira. Et dans ces cas-là, on verra ce qu'on fait de cette émission. Merci à toi, parce que sans toi, cette aventure, elle n'existe pas. Merci à Nico Pen, parce que sans lui, je ne suis pas là. Et merci à tous ceux qui sont encore là, parce que sans vous, je n'existe pas. Je vous laisse avec le jingle de fin. Et j'espère que vous avez apprécié ce premier nouveau épisode. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci d'avoir écouté Nicolas Popovic. Pense à liker et partager, même le numéro +1 551 214 1280 à tes amis. Laisse-nous un message et n'oublie pas la réponse au prochain épisode. Tu vois, t'as réussi à la faire, c'est très bien.